Bonjour à tous, bonjour Anaïs, bienvenue. Salut Jacques. Re-bienvenue sur le plateau. On t'a dit oui finalement pour une deuxième émission. C'est ça, j'ai re-signé, malheureusement. Malheureusement, pour moi. Au sommaire de ce mois-ci. Eh bien, on va démarrer l'émission par l'actu qui fait parler de la mairie de Montpellier qui a retiré ses droits de chasse aux chasseurs dans la métropole. Ouais, tout à fait. Ensuite, on va parler de la stratégie anti-chasse à courre d'Europe Écologie Les Verts et notamment cette mascarade de gerbes de fleurs au cerf inconnu. D'accord. Chaki. On va passer ensuite aux chasseurs qui sont quand même les grands sauveurs de ce mois. On a entendu quand même grandement parler d'eux face à leurs diverses actions. Sur la rescousse des vététistes, des automobilistes, des sangliers, voilà. tout ça. Ensuite, premier reportage, on va aller présenter la gamme de fusils Resini avec Jean-Fabien Dupin de chez Nobel Sportunette. On va suivre avec notre amie à tous, Brigitte Bardot, qui a encore fait parler d'elle et qui aura certainement prochainement rendez-vous au tribunal. Tout à fait. Ensuite, on parle de ton idole, Zlatan Ibrahimovic, qui a acheté une forêt de 10 000 hectares. On passera ensuite sur l'actu qui fait toujours parler de lui, Rémi Gaillard, qui n'arrête pas, voilà, c'est ça, avec son action où il relâche un sanglier, où il fait du tort à un peu tout le monde, je pense. Ouais. Ensuite, reportage numéro 2, on va présenter les attractifs Eurohunt avec Jules de chez Rivolier. Attractif grand gibier. C'est ça. On va suivre avec une actualité aussi plutôt artistique, où une biologiste a fait un bilan de ce que tuent les chats en une année. Tout à fait. On enchaîne avec l'actualité à l'étranger, notamment les primes qui sont données aux chasseurs au Luxembourg pour prélever des sangliers, et également en Russie, un enfant qui a failli être tué par un loup. Ensuite, on va parler des chiffres qui concernent les accidents de chasse et qui ont été publiés récemment par l'OFB. On va pouvoir continuer avec une présentation de produits, donc le nouvel appareil que tous les piégeurs devraient avoir, le Digitrap. Tout à fait, fabriqué par Bayer. Ensuite, ta chronique, Anaïs, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler, pour la première fois d'ailleurs de ma chronique, de comment se mettre en sécurité face à un ferme, que ce soit sanglier, cervidé, peu importe. Voilà, pour éviter de se faire découper. C'est ça. On va également inaugurer une nouvelle rubrique en compagnie de Terre et Eau. On va rejoindre à Orléans Jérémy Malartre qui va nous présenter une gamme de produits chauffants. Ensuite, on va parler de la marque d'air comprimé BO Manufacture Arms. Je vais vous présenter un petit peu la marque, la gamme. Et on poursuivra avec le reportage vétérinaire sur les vaccins. En compagnie de Stéphane Morel. C'est ça. Et pour finir, les vidéos du net. Donc on va commencer avec cette actualité qui concerne la métropole de Montpellier, où le maire, M. Michael Delfos, et son adjoint, son élu délégué au bien-être animal, Edine Aritsegui, ont décidé de retirer le droit de chasse aux chasseurs. Donc en fait, si vous voulez, ils ont des conventions, la ville de Montpellier a des conventions avec les chasseurs, les sociétés de chasse qui sont tout autour de la commune, pour leur permettre donc de chasser. Ça peut être des locations de bois communaux, des friches, des choses comme ça. Oui, c'est ça, ils conventionnent leur terrain, leur territoire aux alentours et aux abords de la ville de Montpellier. Voilà, ils prêtent des territoires aux chasseurs, notamment pour réguler tout ce qui est population de sangliers, mais on peut imaginer aussi les nuisibles. Puisque le maire est écologiste et que M. Edine Aritsegui, lui, fait partie du Parti animaliste, donc ils l'ont dit, ils l'ont affirmé, ils ont des connivences avec L214, ils ont donc dit, nous, on retire le droit de chasse aux chasseurs. Ça a pas mal buzzé sur les réseaux sociaux, ça a notamment concerné une société de chasse en particulier qui chasse sur 130 hectares et ils leur ont retiré que 14 hectares, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même... C'est toujours ça de moins. En fait, c'est plus le fait, si tu veux. C'est la sanction, surtout, je pense, qui n'a pas été avertie avant par courrier ou des choses comme ça, ça n'a pas été discuté, quoi. Exactement, ils n'ont prévenu personne. Donc voilà, ils s'opposent aux chasseurs, ils disent, voilà, maintenant, à Montpellier, on ne veut plus de chasseurs. Ok, soit. Donc tu imagines bien que M. Jean-Pierre Gaillard, qui est président de la Fédération des chasseurs de l'Hérault, n'a pas laissé passer ça. Et on ne parle pas de Rémi. Non, on ne parle pas de Rémi Gaillard, très bien vu, qui est un Montpellierin, et on parlera un petit peu plus tard d'ailleurs, cette star de Montpellier. La star des réseaux. Yes. Donc du coup, M. Gaillard Jean-Pierre, qui est président de la FDC, lui, il l'a pris par voie de presse. Il n'a même pas non plus été du tout averti par les élus de la ville de Montpellier, ni par le maire. Donc il a dit qu'il n'y a pas de souci, on prend acte, dont acte de cette décision de la municipalité. Par contre, nous, en tant que fédération des chasseurs, en 2 ans, par exemple, on a capturé 183 sangliers, je crois. C'est écrit dans le courrier qui va nous lire.
parce qu'il faut savoir que la fédération donc, piège les sangliers parce que ça crée des soucis au niveau des dégâts. Sur les cultures, les villes, les collisions sur la route. Surtout les collisions, puis les dégâts un petit peu dans tout ce qui est parc, choses comme ça, hein, aux alentours des grandes villes. Donc la fédération va elle aussi rompre les conventions qu'elle avait pour intervenir et faire de la capture ou du piégeage des sangliers. Je pense que tu peux même nous lire le passage de M. Gaillard. Dans le courrier de M. Gaillard, on pourra lire ce petit morceau de texte. Donc, en conséquence, la Fédération des chasseurs de l'Hérault que je préside a décidé de ne plus conventionner avec la métropole de Montpellier dans le cadre des reprises de sangliers à l'aide de cages pièges. Je vous laisse apprécier la portée de cet accord qui a permis de capturer plusieurs centaines de sangliers en surnombre sur le territoire de la métropole, soit 183 en 2 saisons. Comme le précise la coupure de presse ci-jointe, donc ça je suppose que... Oui, bon après on va le montrer à l'écran. Voilà. Donc voilà, tu as dit le principal. Donc par exemple, la fédération a capturé 183 sangliers. C'est pas rien. Hein. Ah bah non, donc ça, c'est colossal. C'est un service gratuit que font les chasseurs. Donc ils ont décidé de s'en passer. Montpellier, c'est pas un souci, on va les laisser 1 an, 2 ans. On verra bien comment ça se passe. Il faut préciser, parce qu'il y a eu un peu aussi beaucoup de bruit de couloir, les chasseurs ont pensé que les conventions allaient être résiliées avec les 31 communes de la métropole de Montpellier, alors que absolument pas du tout. Chaque maire peut décider de faire ce qu'il veut avec les chasseurs. D'accord. Et ça n'a pas du tout été résilié dans aucune des communes. Oui, même je crois que Madame Cassard a tenu à renouveler et montrer son soutien aux chasseurs. Donc ça, c'est... Exactement. Bravo Madame Cassard d'ailleurs. Exactement, elle est maire du village de Pignan, hein, qui est une petite ville de 3500 à 4000 habitants. Et elle a dit non, il n'y a pas de souci, nous on a des très bonnes relations avec les chasseurs, on continue à avoir des conventions avec eux, et même nous on continuera à les soutenir. D'accord, c'est déjà très important que notre président des chasseurs, c'est ça, un président des chasseurs de l'Hérault, c'est ça, soutienne je voulais dire, c'était bien que le président de la Fédé soutienne ses... Putain! Voilà! Merde! Tu fais chier! Je te le demande depuis 20 minutes! Le camoulox! On va jouer, non, c'est pas le camoulox, c'est avec Marie-Ange Nardi, c'est Pyramide! On va aborder maintenant la partie la plus complexe, j'ai envie de dire, de ce Parlons-Chasse. Ça va concerner l'affaire du cerf de Chantilly. Donc tu en as forcément entendu parler. Ah bah ça a fait du bruit, ça c'est sûr, sur la toile, un peu partout d'ailleurs, on en a entendu parler. Donc ça s'est passé le 12 janvier dernier, il y a une chasse à courre en forêt de Chantilly. C'est ça. Donc l'équipage a mené un cerf. Le cerf, il s'est réfugié dans la ville. Il allait jusqu'au quai de la gare. Sur le quai et sur les voies, il s'est réfugié, il s'est couché sur les voies. Donc forcément, c'était en pleine journée, donc il y a eu des il y a de l'affluence, hein, il y a du monde de toute façon. Ouais, il y a du monde, le trafic ferroviaire a été interrompu pendant 2h30, les gens ont filmé, il y a eu tout un cinéma qui a été mis autour de ça, on s'en doute bien. Comme le prévoit la loi et comme le font maintenant tous les chasseurs à courre, l'animal a été gracié. On a appelé donc un vétérinaire, il y a les gendarmes qui sont venus évidemment. Il y a un vétérinaire qui est venu pour envoyer une fléchette hypodermique à l'animal pour essayer de l'endormir et après le renvoyer en forêt. Il a été fléché sur les voies et le temps que le produit fasse effet, le cerf s'est remis sur pied, il est parti en forêt. D'accord. Et après, il a été vu s'endormir du coup en forêt, en très bonne santé, ouais. Aucun souci. Donc, animal gracié, animal reparti en forêt. Voilà. Donc ça, si tu veux, c'était l'acte 1 de cette mascarade signée EELV, Europe Écologie Les Verts. Donc l'acte 2, maintenant, c'est arrivé le 21 janvier, donc une dizaine de jours après cette affaire. On a Madame Karima Deli, qui est députée européen Europe Écologie Les Verts, qui a décidé de rendre hommage au cerf de Chantilly, au cerf inconnu. C'est ça, le cerf inconnu qui est en parfaite santé. Voilà, donc le parallèle est abject avec évidemment, vous l'avez compris, le sanglier inconnu qui est enterré sous l'Arc de Triomphe, qui est mort pour la France.
Ce cerf, il n'est pas mort, il est en pleine santé, donc c'est complètement... c'est déplacé, c'est irrespectueux envers les familles. Mais si tu veux, en fait, c'est une stratégie. C'est tout simplement une stratégie anti-chasse à courre que lentement mais sûrement Europe Écologie Les Verts est en train de mettre en place. Mais bien sûr, c'est de la manipulation pure et simple de toute façon. Voilà, une manipulation parce que déjà, rien que dans les termes, le champ lexical, si tu veux, employé par cette députée, on parle d'hommage, on parle de victime, on parle de poursuite. C'est vraiment, ça s'appelle des termes que tu peux mettre effectivement pendant la guerre. Hein, on peut les mettre sur tout acte répréhensible, mais je veux dire, à partir du moment où la chasse est autorisée, je veux dire, c'est fait pour stigmatiser la chasse à courre. Exactement, et puis de toute façon, ils ont respecté la loi. L'animal a été gracié, il s'en est sorti, enfin, il n'y a pas matière à faire un buzz là-dessus. Pas matière à discussion. Donc, ce qui s'est passé, c'est le 21 janvier, je crois, ils sont allés avec M. Julien Bayou à Chantilly, en gare de Chantilly, pour déposer une gerbe de fleurs en hommage au cerf de Chantilly. Ils étaient 5, grosse manifestation. Grosse commémoration. Donc ils étaient 5, si tu veux, voilà, pour mettre cette gerbe de fleurs, ils ont invité la presse. Bon, je ne sais pas trop qui c'est qui a dû y aller, sûrement Oiseldo. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu l'acte 2. Où le truc, je vais faire lequel je te l'ai imprimé là. J'attends que tu aies fini, alors je fais un avion. Et enfin, du coup, l'acte 3, c'est ce site qu'a lancé Europe Écologie Les Verts, ça devait être votation chasse à courre ou quelque chose comme ça. C'est une participation citoyenne, un vote citoyen comme ils l'appellent, pour que les gens puissent en ligne signer une pétition pour l'abolition de la chasse à courre. De toute façon, ils veulent complètement la supprimer, ça n'en finira jamais, ça, de toute façon, leur guerre interne. Ils ont repris cet événement qui est un non-événement en gare de Chantilly. Ils ont fait venir carrément des députés européens pour mettre une gerbe de fleurs. Moi, je te demande le bilan carbone de son déplacement, c'est juste phénoménal pour des gens qui s'appellent Europe Écologie Les Verts. Et ensuite, ils font ce site. Alors, moi, j'ai fait un article, c'est chasse à courre. Donc, il y a un gros logo chasse à courre sur la homepage du site. Il y a du sang qui coule des 2 S de chasse. SS, d'accord? Ok. Alors, du sang sur SS, je m'excuse, mais quand on parle de soldats inconnus, qu'on utilise des mots guerre, etc., ça rappelle les nazis. Et ça stigmatise les chasseurs. C'est le premier truc que moi j'ai... Complètement, on nous fait passer pour des personnes qui sont accusées quand même de génocide, de plein de choses affreuses, et on n'a rien à voir avec ces personnes-là. Enfin, on est juste des personnes normales qui pratiquent une passion normale. Ne te justifie pas, on n'est pas là pour justifier, on chasse, on est chasseurs et fiers de l'être. On est là pour expliquer. Donc, explique alors. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'après-midi, ils ont changé le logo, comme par hasard. Heureusement, on a toutes les copies d'écran qu'il faut. Donc ils ont changé le logo, puis ils ont mis du sang sur le S et sur le E à la fin de chasse, quoi. Voilà, on enregistre cette émission fin janvier, ils ont péniblement 4500 signatures. Ça va pas forcément aller très loin, mais il faut savoir qu'en ce moment même, il y a encore des nouvelles lois qui se discutent à l'Assemblée nationale sur le bien-être animal, et les partis écologistes et animalistes aimeraient bien une nouvelle fois qu'on fasse revenir la chasse à courre et qu'on fasse abolir la chasse à courre avec ces lois, puisqu'on sait bien qu'on a fait interdire les delphinariums, qu'on est en train d'interdire les animaux dans les cirques itinérants. Donc c'est vraiment un combat qui est en train de se mener actuellement contre la chasse à courre. Bon, on va parler de choses un petit peu plus réjouissantes. On va parler les chasseurs, c'est sauveurs, c'est comme ça que j'ai appelé la rubrique. Puisque début janvier, des chasseurs, ils ont sauvé des chiens, des sangliers, des vététistes, des automobilistes. Et des sangliers. Ouais, les sangliers, je l'ai dit, 14 sangliers. Donc ça commence le 3 janvier, donc il y a des chasseurs qui ont sauvé un chien en Vendée. Ils ont retrouvé un chien type pitbull qui était attaché à un arbre, qui était très maigre. Il avait une gamelle vide au pied de l'arbre. Il n'avait rien dedans, pas d'eau, pas de nourriture. Donc c'est les chasseurs qui passaient par là et qui donc ont libéré l'animal, bien évidemment. Ils l'ont repris, ils l'ont mis dans un refuge. Donc ça c'est très bien. D'ailleurs, si le refuge arrive à nous donner des infos, ça va comment va le petit chien. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Donc là, la seconde actualité, c'est un vététiste qui a été sauvé par des chasseurs en Ardèche. D'accord. Donc on avait un groupe de vététistes qui faisait du vélo. Et il y en a un, je crois que c'était une soixantaine d'années. Oui, c'est ça, une soixantaine d'années. Un sexagénaire. Exactement. Du coup, qui a fait un malaise cardiaque, qui s'est senti vraiment très très mal. Sauf que l'Ardèche, c'est un petit peu escarpé, si un jour tu es déjà allé là-bas. Ça capte pas, personne ne pouvait capter en forêt, donc il y a un des vététistes qui a été un peu pris de panique, comme il dit. Ce qu'il fait, c'est qu'il est redescendu à toute vitesse pour essayer d'aller à un endroit où on capte ou trouver du secours. C'est ça. Il est tombé sur des chasseurs qui étaient en train de chasser ce jour-là.
Les chasseurs sont allés, du coup, ils sont en 4x4, donc ils ont compris tout de suite sur quel chemin, ils connaissent forcément le secteur. Ils connaissent leur track, ils connaissent le secteur, le biotope, donc plus exactement. ou moins ils retrouvent. Donc ils ont foncé, ils sont allés récupérer le VT10 qui était déjà en état d'hypothermie parce qu'il faisait 3 degrés, c'était début janvier. Et ils ont redescendu donc, le VT10 dans le 4x4 et entre-temps, ils ont réussi à joindre, si tu veux, les secours. Les pompiers sont arrivés, ils ont même carrément balisé un petit peu la piste pour que les pompiers puissent les trouver tout de suite. Et du coup, ils ont pu être emmenés et la personne n'a pas été entre guillemets sauvée, mais du moins ses jours ne sont pas en danger, quoi. C'est ça, mais ça aurait pu être dramatique, donc bravo et merci à ces chasseurs solidaires. On continue à remercier les chasseurs puisque le dimanche 10 janvier 2021 vers 9h du matin, c'est une catastrophe. à Ménil-au-Grain, dans le Calvados, il y a des chasseurs qui allaient chasser, comme on va tous le matin, dimanche matin, et ils ont trouvé une voiture qui était accidentée sur le bord de la route dans un champ. Donc ils se sont approchés et en fait ils ont vu un homme qui était là à côté de la voiture, là aussi en état d'hypothermie, qui avait été, donc c'était le conducteur qui avait été accidenté avec sa voiture, qui a réussi à quitter son véhicule, mais qui a perdu ou cassé son téléphone d'ailleurs dans l'accident, qui n'a pas pu appeler les secours. Et donc, il n'a même pas pu rejoindre, je crois, la route aussi, parce qu'il avait c'est à cause de ses blessures aussi, il avait du mal à remonter, quoi. Exactement, donc il était à côté de sa voiture, et c'est les chasseurs qui l'ont vu quand ils ont appelé les secours, et la personne a pu être emmenée par les pompiers à l'hôpital. Et enfin, pour finir ces actes de sauvetage, j'ai envie de dire, les chasseurs dans le Jura, ils ont sauvé, dans la commune qui s'appelle l'Étoile, ils ont sauvé 14 sangliers. Alors oui, effectivement, l'objectif à la base, c'était bien de les chasser, ces 14 sangliers. Sauf ce qui s'est passé, c'est que donc ils ont mis une troupe, une compagnie de 14 sangliers sur pied. Ils leur ont échappé, ils n'ont pas pu les tirer, les chiens sont partis derrière. Et les sangliers se sont retrouvés dans une espèce de réservoir d'eau entouré de béton. On mettra les photos. Tout ça, ça a sauté dans l'eau, sangliers plus chiens. Sauf que les chiens, ils ont pu être sauvés plus facilement, c'est plus léger, il y a les colliers, il y a tout ça, donc les chasseurs... Puis ils connaissent les chasseurs, donc ils les approchent facilement. Et tout à fait. Enfin, approcher un sanglier en panique, je veux le voir. Et c'est là que justement les chasseurs ne sont pas dégonflés, puisque donc tous les chasseurs de la CCA de ce jour-là, plus je crois les chasseurs des alentours, mais ils ont sauvé les 14 sangliers. Ils ont pris des cordes, des sangles, tout ce que tu veux, et donc ils ont sorti les 14 sangliers du réservoir. Ils ont redonné la liberté. Franchement, bravo à l'équipe parce qu'ils n'ont pas paniqué et ça devait être sacrément compliqué quand même comme situation. C'est clair. Après, voilà, en tout cas, moi je sais que c'est comme ça que je chasse. C'est pas de la chasse, tu vas pas tirer un sanglier dans le réservoir. Non, pas du tout. Et puis on le laisse pas non plus parce que ça aurait pu être justifié comme tel, mais au moins ils n'ont pas laissé la compagnie. Compagnie, je précise. Oui, parce que la harne de sanglier, c'est pas tous les jours. Ça n'existe pas. Donc bref, chasser, c'est prélever des animaux, mais c'est aussi savoir leur redonner la liberté et ne pas tirer. C'est ça. Bon, sur ce, je te propose qu'on lance le premier reportage qui va nous emmener donc, au stand de tir Le Rabot. Et Jean-Fabien Dupin va nous présenter une partie de la gamme des fusils Résini. Jean-Fabien, on se retrouve aujourd'hui puisque tu vas nous parler de la gamme Résini. Tout à fait. Comme on sait, on l'a annoncé sur Chasse Passion, Nobel Sport Unit est le nouveau distributeur de la gamme Résini depuis le début d'année. Tout à fait. Résini qui est un célèbre fabricant d'armes du Val Trompien en Italie, comme tout le monde le sait. Et on va se focaliser aujourd'hui parce que Résini fabrique essentiellement des armes lisses. Tout à fait. Un peu d'express peut-être. Exactement, des express, voire Kiplof. Ah, aussi des Kiplof, oui. Intéressant. Mais on va plus se focaliser sur redis-moi le terme en anglais. Les small actions. Les small actions, il me plaît ce terme. Autrement dit, les petits calibres. Donc on va parler des calibres 28 et 20 de chez Résini. Tout à fait. On a aujourd'hui 4 modèles. Exactement. Moi, ce que je te propose, c'est que tu nous présentes les 4 modèles. Et puis moi, après, je les prends un petit peu en main, puis je vois ce que ça donne, histoire de casser 2-3 plateaux. Avec plaisir. Si tu veux, je te prends la télécommande et puis je te remercie. Donc nous retrouverons en premier lieu le BR110 qui sera en fait le fusil d'entrée de gamme de chez Résini. Entrée de gamme même en éjecteur avec mobile choc, livré avec 5 chocs. D'accord. Le bois sera de bois de grade 2,5, c'est-à-dire un bois assez standard. D'accord. Vous aurez bien sûr un sélecteur de tir pour coup du haut et coup du bas, exactement, et la monodétente sélective. Nous serons sur une bascule acier.
D'accord. D'accord. Et ce fusil sera donc décliné en calibre 12, en calibre 20, en 28 et en 410. C'est une bascule spéciale 28? C'est la spécificité exactement de chez Resini, c'est-à-dire que les calibres 28 sont sur de véritables bascules de calibre 28. Tout à fait. Je prends un petit peu en main. Moi, j'ai eu un Resini qu'on m'a volé. Et j'adorais ces fusils parce qu'ils étaient tulipés. Exactement. Je sais qu'à l'époque, mais c'est vieux, ce que je te parle. Exactement. C'était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup qui faisaient des tulipés. Il y avait Resini, Guerini. C'était un peu les deux qui faisaient ça. Du coup, je te propose de tirer un petit peu avec. Eh bien, tu me fais d'autres plateaux et puis voilà. Je le rappelle, c'est uniquement des armes de chasse. D'ailleurs, Jean-Fabien, font-ils des fusils de sport Resini? Tout à fait, il y a une déclinaison de fusils de sport, notamment sur la base du BR-110, avec busque amovible. Qui est distribué en France. Tout à fait, que nous avons en stock aussi en canon de 76. Ok. Écoute, je te propose, tu m'envoies un petit A. J'ai l'étiquette, moi. Prêt? Pour me faire un petit handicap. Allez, hop. Hop. C'est des cartouches chargées, c'est des tunettes TP, elles sont chargées à combien celles-là? Tout à fait, elles sont chargées en 26 grammes. C'est souple, hein. Alors je ne sais pas si c'est le fusil ou la cartouche, mais moi je les trouve... L'association des deux. Ouais, ça va. En plus, bon, c'est pas des cartouches de sport, parce que tu. Alors là, non, attention, on n'est pas sur une. Nous sommes sur une TP effectivement, mais en calibre 28. Donc nous sommes sur du 21 grammes en nickelé. Ouais, mais en tout cas, c'est confort et ça casse du plateau. BR 410 validé. 110, pardon. Donc après le BR 110, on a quoi comme modèle Alors, juste après? Dans la gamme, nous retrouverons l'Orum acier. Ici, j'ai la gamme au-dessus, l'Orum light. Le Rhum. L'Orum. 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 Parce que moi je disais l'Orum à l'époque, c'est pour ça que je comprenais pas. Oui, le Rhum, oui. Pour une fois, j'aurais dû dire l'Orum. Le Rhum, moi, ça se voit le Rhum pour moi. Ouais, voilà. Ouais, je dis action, c'est action, et je dis Rhum, ouais, exactement. Donc, effectivement, c'est le Room Light. Donc, sur une bascule Ergal. D'accord. Toujours le même système. Donc là, nous sommes sur un canon de 71 en calibre 28, éjecteur. D'accord. On a des très très belles gravures pour le coup. Oui, comparé au BR, dorure, exactement. Avec dorure. Avec dorure, on a une très belle bécasse, un faisant. Exactement. Au Room Light, parce que donc on est sur bascule Ergal. Comme exactement. Canon 71. Canon de 71, mobile choc évidemment. 20-76. Dans la configuration 28. Ah, c'est le 28, pardon, oui, 28-70. Dans la 70. D'accord. Voilà, ce sont des 28-70. Resini est en mesure de concevoir des 28-76. Nous n'avons pas demandé de 28-76. D'accord, il n'y en a pas pour le marché français. Là, on est sur une crosse demi-pistolet. Tout à fait. Quel est le grade du bois? Nous restons sur un bois de grade 2,5. D'accord, par contre, plaque de couche bois. Tout à fait. À partir de cette gamme-là, nous serons sur des plaques de couche bois. On sent qu'on monte en gamme. Exactement. On affine, bon, quelque part, on alourdit aussi avec les gravures, mais on sent un petit peu plus de matière, de prestance. Exactement. Exactement. On va rester là sur une gamme intermédiaire, puisqu'on sera sur une bande ventilée. Qu'on perdra ensuite plus sur les hauts de gamme. On sera aussi sur un levier à pompe pour le devant. D'accord, ok. D'accord. Très bien. On va changer un petit peu de trajectoire. Tu me fais un B, Jean-Fabien? Un B. Hop. Pareil, pas trop de recul. La même? Quand tu veux. Hop. Room Light validé. J'ai envie de te dire. Parfait. Donc à présent, tu nous présentes l'Artemis? Exactement. L'Artemis, en l'occurrence, celui-ci est un calibre 20 avec bande intermédiaire pleine, acier, ce qu'on appelle un renfort de bascule, donc une arme... Renfort de joue, c'est la même chose? Oui, oui, oui. Il y a d'autres termes aussi que j'emploierai pas aujourd'hui, mais effectivement, toujours éjecteur, toujours mobile choc,
sélecteur évidemment et monodétente sélective. Et là on est à 20-76, hein, tu m'as dit. Et on est sur un 20-76. D'accord, donc là on est de toute façon, dès qu'on va monter en gamme, on n'aura que des crosses pistolets, j'ai l'impression. Tout à fait. Chez Résigny. Tout à fait. Le bois il est. Demi-pistolet, voilà. Là on n'est pas sur un bois de 2,5, là c'est au-dessus, non? Eh bien, beau, hein. eh bien, même en restant sur des bois de 2,5, en fait, Résigny a choisi une qualité de bois assez exceptionnelle. Et c'est vrai que ça se ressent, malgré des bois qui vont rester dans des gammes assez standards ou basiques pour d'autres. Voilà. Certains, ce seraient des grades 3 ou 4. Hein. Tout à fait. C'est vraiment très joli. Tout à fait. Bascule Focor. Exactement. Que dire d'autre? Donc 20-76. Exactement. Le fusil à tout faire en canon de 71 qu'on peut proposer aussi en 76 cm. Canon 76. Tout à fait. Ah, c'est sympa ça. Comme tout d'ailleurs, comme toute la gamme Résigny. On D'accord. propose du canon de 71 et du canon de 76. Sur commande. Avant qu'on en ait trop à dire, tu nous parlais des prix déjà des deux fusils qu'on a vus avant. On a oublié de parler des prix. Le BR410. Alors le BR110 aura un prix public conseillé autour des 2000 €. D'accord. Ce sera le produit de départ. Le Room Light, nous serons aux alentours des 3100 €. Et ensuite, on passera dans la gamme des 4000 à 5000 €. D'accord. Donc Voilà. là, le modèle que j'ai entre les mains. Là, sur l'Artemis EM, nous serons donc sur une gamme de un peu plus de 4000 €. D'accord. Bon, on va tester un petit C. Oui. Toujours avec cette Artemis calibre 20. Hop. Ah ben comme il me va bien, on mettait un D. On n'a jamais fait le D. Surprise. J'imagine qu'il fait droite-gauche. Hop. Ah non, pas du tout. On l'avait fait. Hop. Plus de mal avec celui-là. C'est le seul que j'arrive pas à péter. On pourrait aussi également se tester un petit fuyant, un petit G. Comme on a souvent ça à la chasse. Hein. Un bon petit perdreau qui nous part dans les bottes ou à l'arrêt du chien. Hop. Non, c'était pas un perdreau finalement, c'était un faisan. Mais il est mort quand même. Bah écoute, pour cet Artemis, c'est validé aussi. Et je valide encore plus ces bois. Je tombe vraiment amoureux de la qualité des. Enfin de la qualité je sais pas, mais en tout cas de l'aspect des bois, c'est vraiment très 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 beau. Donc à présent, tu nous présentes le dernier, le haut de gamme de chez Résigny, c'est le Round Body. Tout à fait. Qui est round, j'imagine, de ce que je vois par rapport à la bascule. Exactement, une bascule ronde. Donc est-ce qu'il y a un intérêt mécanique ou c'est juste de l'esthétique? C'est de la finesse, Okay. C'est essentiellement de la finesse. Pour les gravures, toutes les gravures en fait apportent encore un peu plus de finesse par rapport à cette bascule ronde, cette bascule arrondie, pour la prise en main en fait de l'arme et la finesse de l'arme. Ouais, c'est vrai que c'est très 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 beau. Là on est sur un calibre 28. Exactement. 28-70 donc. Tout à fait, Hein, en canon de 71. Mais on a aussi, nous proposons aussi les 28 en canon de 76. D'accord. Monodétente sélective. Tout à fait, éjecteur, mobile choc. Bascule acier. Bascule acier, bien sûr. D'accord. Plaque de couche en bois, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure. Exactement. Le prix, donc là tu nous l'as dit. Nous serons autour des 5000 €. Oh, toi, c'est mignon. Très bien, crosse demi-pistolet. Bah, j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'à essayer tout ça. Avec plaisir. Donc là, on n'a pas de renfort de joue, on n'a pas de faux-corps, mais on a une bascule arrondie. C'est la particularité. Allez, j'ai bien aimé le G, moi. On va se le faire. Hop. Ça arrive même au meilleur. Allez, on va se refaire le G. Hop. Superbe. Oh, bien confortable celui-là aussi. Je vais être obligé de m'en acheter un petit 28 avec vos bêtises. Allez, un C. Mon cher Jean-Fabien. Hop. Vendu. Vendu. Avec une remise alors.
très belle arme. Bon, pareil, moi je suis assez séduit par le confort de tir. Après, je suis pas un chasseur forcément habituel au petit calibre, mais pour autant, avec une plaque de couche bois, des cartouches de chasse, donc quand même assez chargé, on va dire. Non, je trouve que c'est très confortable. Allez, on parle de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot va se retrouver début février 2021 devant le tribunal parce que la Fédération nationale des chasseurs et Willy Schramm ont porté plainte contre elle en début d'année 2020. Donc il y a eu à peu près une année de procédure. D'accord. Ils ont porté plainte contre Brigitte Bardot tout simplement pour insultes et menaces de mort qu'elle fait continuellement auprès des chasseurs. On sait que notamment elle fait des éditos, hein. D'ailleurs tu peux nous le lire, elle a un édito sur son site. Hein. Je hais et méprise les chasseurs, ces sous-hommes d'une abjecte lâcheté, aux trognes d'ivrognes qui, déguisés en treillis militaires armés d'armes de guerre sophistiquées, s'en vont donner l'assaut aux humbles et innocents animaux de nos forêts qui n'ont pour seul délit d'être vivants et de servir de cible. Voilà, donc ça c'est les mots qu'emploie maintenant régulièrement Brigitte Bardot. Elle a également fait un tweet qui n'est pas vieux, hein, qui date du 6 janvier dernier, où elle dit bravo et vive les militants d'AVA pour leurs actions contre ces lâches qui s'en prennent par jeu et pour le plaisir de tuer aux cerfs et aux autres animaux. Il faut abolir cette barbarie que le virus nous débarrasse de ces sadiques. Voilà. Donc Brigitte Bardot veut qu'on meure, et ben ça tombe bien, elle va aller s'expliquer donc en février devant le tribunal correctionnel. Voilà. Bon Anaïs, je te laisse présenter cette actualité puisque tu me pompes l'air avec depuis le début que tu as vu le mot Zlatan écrit au sommaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Zlatan? Alors Zlatan, déjà, si tu m'écoutes. Donc du coup, on va reparler donc de Zlatan, ce footballeur de 39 ans, ex-joueur de l'AC Milan, du PSG, du FC Barcelone également. Pourquoi il est toujours à l'AC Milan? Oui, mais parce qu'il a il a joué aussi à l'AC Milan avant d'y retourner. Ah ouais, c'est vraiment ce d'accord. Allez, enchaîne. Ah ouais, je suis une vraie fan, désolée. Donc effectivement, on a appris que Zlatan, grâce à ses millions d'euros accumulés, a pu faire l'acquisition d'une très belle propriété en Suède de 10 000 hectares pour essentiellement chasser, pêcher, se promener. Une forêt, c'est une forêt de 10 000 hectares. Hein. Oui, mais c'est aussi une propriété du coup. Oui. D'ailleurs, voilà. Zlatan va bien. Il va faire de la motoneige également, puisqu'il habite dans le même secteur, a priori, la même commune. Voilà. Donc c'est à l'ouest de la Suède, c'est pas loin de la Norvège, c'est dans la région de l'Arve ou de la Rège, je sais pas comment on dit. Moi non plus. Et donc tout simplement, Ibrahimovic, il a acheté sa liberté et on peut que le féliciter, c'est un passionné de chasse. Exactement. On a déjà parlé plusieurs fois sur Chasse Passion. Et moi je trouve ça très bien que quand on a les moyens, quand on voit la tournure que prennent les événements, que ce soit en France ou en Europe, de pouvoir acquérir ce genre de biens et de pratiquer sa passion. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ça te parle? Oui, bah là on parlera pas de n'importe qui aujourd'hui. C'était ton idole, hein? C'était quand il faisait des vidéos marrantes. Ah si, le radar. Le radar. Le radar, ouais. Bon, ça c'était il y a longtemps. Il n'en a pas fait beaucoup de vidéos marrantes. Monsieur Rémi Gaillard, le Montpelliérain, qui est l'ami des animaux et qui s'est érigé en porte-parole, combattant de la chasse et des chasseurs, intervient souvent maintenant, notamment aussi sur Twitter, hein, comme Brigitte Bardot, c'est devenu son nouveau terrain de chasse à lui, pour critiquer la chasse, stigmatiser la chasse. Souvent il appelle d'ailleurs Emmanuel Macron à intervenir. Il adore quand il y a des accidents de chasse, c'est vraiment les informations qu'il reprend le plus souvent. Et il continue à faire quelques vidéos, dont une qu'il a publiée récemment, qui avait dû d'ailleurs, je pense, être tournée cet été, puisqu'il est en bras de chemise. Donc là, on voit M. Rémi Gaillard qui relâche un sanglier. Donc c'est forcément illégal, hein, ce qu'il fait. Donc il y a un sanglier qui a été piégé. On ne sait pas sur quelle commune, bien évidemment. Il n'y a pas d'éléments qui puissent ni donner une heure, ni d'endroit. Mais on voit bien que c'est Rémi Gaillard. Il s'approche de la cage, il laisse repartir le sanglier. Je le rappelle, le piégeage du sanglier est totalement autorisé depuis le 2 novembre 2020. Il y a un arrêté qui est passé à ce sujet. C'est fait pour notamment lutter contre les dégâts hein, qu'il y a un petit peu partout et les problèmes d'indemnisation et de montant des... Pour réduire la surpopulation, puisqu'ils sont déplacés. Donc bref, peu importe, tout ça, c'est des problématiques que M. Gaillard ignore totalement. Donc il est content, il a relâché un sanglier, il a très probablement... violer une propriété privée. Donc voilà, peut-être que comme Madame Bardot, ça finira un jour devant les tribunaux. On va pouvoir lancer le deuxième reportage.
Donc il s'agit de la présentation de la gamme d'attractifs sangliers de Eurohunt. Par Jules de chez Rivolier. Jules, la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous as présenté les produits Tickless. Aujourd'hui, on change complètement de registre. On est sur une nouvelle gamme d'attractifs grand gibier. Sanglier, cervidés, chevreuil, ongulé. Tout ce qui est ongulé en général, oui. Voilà, donc là, c'est une gamme qui est complète. Tu vas nous expliquer un petit peu quels sont les différents produits. La marque, c'est Eurohunt. Tout à fait. Ça fait très peu de temps en fait, que c'est distribué par Rivolier. Ça vient d'où? Ça vient d'Allemagne. C'est une marque allemande qui est à la base spécialisée là-dedans et puis qui s'est diversifiée dans divers accessoires d'agrénage ou autres de chasse en général. Alors, on commence tout de suite par le goudron, qu'on appelle le goudron de Norvège. Là, c'est du goudron de hêtre, c'est ça? C'est du goudron de hêtre, ça. On a différents formats. On a un pot de 6 kg, un 3 kg, une petite cartouche qui fait 310 ml et un petit pot avec pinceau d'application de 500 ml. C'est pour les joints de la salle de bain, ça. Exactement. Vous mettez ça dans la salle de bain, vous êtes sûr que plus personne n'y va en fait. C'est pour les bricoleurs. Non, ça se forme, oui, c'est comme un. Ça s'utilise avec une cartouche d'extrusion comme pour le silicone. C'est ça, exactement. Les gens de la salle de bain. Donc ça, c'est les 4 mêmes produits, c'est juste le contenant qui est différent, la forme d'application qui est différente. Voilà, c'est juste le packaging qui est différent. Là, on a ça pour les petites applications, les gens qui ne veulent pas trop se salir les mains. On a ce pot qui est super en complément d'un bidon qui est facile à remplir et on a un petit pinceau d'application qui est hyper pratique. Donc ça, c'est le truc à toujours avoir dans le 4x4 ou même dans le sac, hein, c'est tout petit comme pot. Faut juste bien le visser, quoi. Voilà, il faut juste bien le visser parce que sinon ça pue. Ça pue. Ok, donc ça c'est le goudron. Ensuite on a des sprays. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait ce beau spray? C'est des sprays liquides. Ça c'est un spray qui est spécial sanglier, donc qui va venir en complément d'un agrénage au maïs par exemple, ou d'un point d'eau sur lequel on veut ramener un peu plus efficacement les sangliers. C'est aux hormones et à la truffe. Voilà, ça a un fort parfum de truffe et il y a aussi des hormones de sanglier dedans. Donc ça va permettre de faire venir les bêtes et de les faire rester, chercher un peu sur place. Voilà, ça va les sédentariser un peu plus. C'est une odeur différente pour varier un peu du goudron. C'est un autre attractif. C'est un autre attractif. Et ça peut être utilisé pour des postes d'affût quand on veut que les sangliers ressortent bien au même endroit. Ça peut être utile aussi. Ça mène maïs duft. Yes, c'est un attractant liquide au maïs, donc c'est une forte odeur de maïs et c'est pareil, c'est pour renforcer l'odeur du maïs qu'on met en agrénage, en complément d'un arbre goudronné par exemple. Ça sent vraiment le maïs. Ça sent vraiment le maïs, ça pique le nez. Vraiment le maïs. Donc c'est pareil, en fait c'est un autre attractif tout simplement. Tout grand gibier. C'est un attractif tout grand gibier. Il y a beaucoup de maïs, mais bon. C'est pour les animaux qui aiment le maïs, donc les ongulés en général, ils crachent pas dessus. Donc comment on l'applique ça? On le pulvérise simplement sur un tronc d'arbre qui est par terre, une souche, une pierre avec un peu de mousse, de mus. On peut le mettre sur un tronc d'arbre aussi, un peu comme le goudron. On met 2-3 pchites et puis ça suffit pour 2 à 3 semaines en général. Ok. Des compléments. Non, ce n'est pas des compléments alimentaires pour sanglier, on ne va pas appeler ça comme ça. C'est du complément d'agrénage. Voilà. C'est quelque chose qui sert à renforcer l'aspect attractant du maïs. D'accord, ok. Donc c'est en complément d'un agrénage maïs, voilà, c'est un peu plus appétant, il y a un peu des fibres, ça sent très fort là encore. Donc c'est quelque chose qui va attirer les ongulés. En l'occurrence, c'est fait pour les sangliers. Hop, la boîte est neuve. C'est des petites boulettes, quoi, c'est des croquettes. Voilà, c'est des petites croquettes pour sanglier. Donc ça va avoir une odeur assez forte. Et donc, c'est à mélanger avec le maïs, quoi. Eh ben, il y a 2 utilisations possibles. On peut soit le mélanger avec le maïs. Donc ça, la dose, c'est à peu près, on va dire une dose pour 500 kg de maïs. Soit on peut s'amuser à creuser des petits trous autour de la place d'agrénage et enterrer quelques 2-3 croquettes autour de la place d'agrénage. Ça permettra de faire chercher les cochons, de les faire, là encore, pour un peu les sédentariser, les occuper autour de la place d'agrénage, pour qu'ils y restent un peu. Il faut commencer à avoir un peu de temps. Oui. Tu commences à faire des jeux de piste avec tes sangliers, avec tes croquettes, mais en tout cas, c'est vrai qu'il va passer du temps sur le territoire. Voilà, c'est ça. C'est le but. C'est l'objectif. Donc ça, c'est très bien. Les 2 derniers produits, donc c'est du sel. Voilà, c'est pas tout à fait du sel, c'est de la pâte de sel. D'accord. C'est complètement différent de ce qu'on peut connaître, les pierres de sel comme on a en agriculture par exemple. C'est de la pâte de sel, donc il y a une petite spatule sur le couvercle qui est collée sur le couvercle, c'est pour l'application.
Et on a du coup de la pâte, ça fait vraiment de la pâte toute molle. Mais le principe reste le même principe que la pierre à sel. Hein. C'est le même apporter principe. Des minéraux. Apporter des minéraux, apporter leurs besoins en sel, les faire pareil, les faire lécher, les faire chercher, les sédentariser sur le territoire. Donc ça s'applique avec la spatule, comme je l'ai dit, soit sur une souche, soit sur un arbre, enfin sur un support dédié, peut-être sur une pierre même, on peut l'imaginer, sur un caillou. Une grosse pierre. On l'étale, ça sèche en quelques heures, comme du mortier. Ça devient très dur. Du coup, l'animal va pas le décrocher facilement, même s'il le mord avec ses dents. Puis on peut pas le voler non plus. Non, on peut pas le voler. Contrairement à une pierre de sel, si vous avez les voisins de la chasse d'à côté qui s'amusent à vous piquer les pierres de sel ou les marcheurs ou je ne sais quoi, ça permet de... Au moins c'est fixe sur le Voilà, territoire. au moins c'est fixe. Il y en a différents, il y en a un qui est aux truffes. Il y en a un qui est à la truffe, j'ai pris ça spécialement pour les sangliers, et il y en a un qui a parfum neutre, donc il va à tout type d'animal. Donc c'est des produits qu'on va retrouver en vente dans les armeries. Voilà. Une fois de plus, magasin peut-être pas de magasin bricolage, jardinage plutôt. Magasin spécialisé, mais plutôt type armurerie, on peut les imaginer dans les terreaux, que sais-je. Ouais. Mais c'est plutôt dédié aux armureries, au métier de l'armurerie et de la chasse. D'accord, ok. C'est disponible actuellement. Disponible actuellement, dès maintenant, chez tous les partenaires Rivolier. Ça marche. Merci Jules. Je t'en prie, Jacques. Anaïs, tu connais la problématique des chats? Oui. On sait que justement actuellement, on en parlait tout à l'heure, il y a une loi sur le bien-être animal qui est en train de se discuter à l'Assemblée nationale. Et il va être question notamment de stériliser les chats. Preuve que même les écologistes prennent la mesure de ce problème. Les chats causent de gros dégâts à la biodiversité. Beaucoup de chats, on va dire, domestiques, à moitié arrêts, qui sont arrêts tout court même, qui sont dans la nature et qui mangent énormément d'animaux, qui prédatent énormément d'animaux. Aux États-Unis, on a une biologiste qui s'appelle Melanie Piazza, qui est la directrice du centre pour animaux Wildcare en Californie. D'accord. Qui a vu qui régulièrement, les gens lui apportaient des animaux, des petits oiseaux, des rongeurs. Et en fait, elle s'est dit, mais tous ces animaux, ils sont prédatés par les chats. Et elle a voulu, si tu veux, voir en une année ce que les chats pouvaient prédater comme animaux. Donc elle a congelé, tout simplement, tous les animaux. Et à la fin, elle a fait une photo qui a été faite par un grand photographe qui s'appelle Jack Wanderley. Et donc, ils ont fait cette photo, on l'a vu énormément passer sur les réseaux sociaux, sur Facebook, nous-mêmes on l'a partagée. Et donc, on voit, il y a toutes sortes d'animaux. Alors, il y en a évidemment, certains oiseaux ne sont pas présents en France, mais on voit bien que c'est des animaux de taille d'une tourterelle, des petits passereaux, des rongeurs, des choses comme ça. On a même quelques pigeons. Des écureuils. Des écureuils, des écureuils gris aux États-Unis. Et donc, on a eu, en 2019, elle a eu 321 animaux blessés à soigner, dont 232 qui n'ont pas survécu malheureusement à la prédation des chats. C'est sûr à 100%, donc ça vient des chats. Donc c'est 321 animaux, dont 232, comme tu viens de dire, qui sont morts. Et sa photo, donc elle a été présentée au Big Picture Natural World Photography de l'Académie des sciences de Californie, et elle a gagné. D'accord. Elle a gagné, si tu veux, il y a 7 concours différents par rapport à des thématiques différentes, 7 catégories. Et là, elle a gagné la relation entre l'homme et l'animal. Voyage. Ouais, c'est pratique. Effectivement, je voulais donc dire que nous allons voyager dans cette rubrique. Je t'emmène très loin, je t'emmène en voyage au Luxembourg. C'est pas l'île Maurice, mais c'est pas mal. Le bout du monde. Pourquoi le Luxembourg? On sait qu'en Belgique et Luxembourg, ils ont été très impactés par la peste porcine africaine. Ils en sont très bien, quasiment débarrassés. Je ne saurais pas dire s'ils ont été déclarés indemnes. Je sais qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ont été déclarés indemnes. D'accord. Belgique, Luxembourg, je ne suis pas sûr. Nous, en France, c'est le cas. On n'a pas eu de cas d'ailleurs. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est totalement définitivement disparu. Donc, le gouvernement du Luxembourg, qui avait mis en place il y a 1 an et demi les primes pour les abattages des sangliers, a décidé de reprolonger jusqu'au 31 octobre 2020 ces primes. D'accord. Alors concrètement, tous les chasseurs qui vont tuer un sanglier qui fait moins de 30 kg, ils vont toucher une prime de 50 €. Et tous les chasseurs qui vont tuer des sangliers de plus de 30 kg, ça ne t'arrivera jamais ça. Non, ça déjà rien que même un ragoton, si, à la course. Ah d'accord. Bon, et c'est 100 € quand tu tues un sanglier de plus de 30 kg, donc c'est des sommes importantes. C'est motivant pour les chasseurs aussi. C'est improbable en France, mais au Luxembourg, qui est un pays quand même beaucoup plus petit, qui fonctionne un peu différemment. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens, donc voilà, ils incitent les chasseurs à aller chasser. Ça a aussi l'avantage de réduire... Et à réguler.
est régulé pour, ça va aussi réduire le montant des dégâts, parce qu'eux aussi ils ont des problématiques de dégâts de gibier. Donc voilà, pour forcer, pas forcer, mais inciter voilà, les chasseurs à prélever, voilà, ils ont des primes. Et du coup, moi je voulais que tu nous parles un peu plus d'une des actualités qui est passée. Ça s'est passé en Russie, avec un enfant. J'avais oublié d'en parler. Voilà. Oui, alors c'est à l'ouest de la Russie. C'est ça. Tu me confirmeras. En fait, c'était... à Sindor, exactement. Je connais bien Sindor, j'y ai passé 15 jours, je me rappelle, en vacances. Avec les doigts de pied, ça va Nickel, ne va plus. Donc, en fait, on voit un enfant, hein, c'est filmé de nuit par les caméras de vidéosurveillance de la maison. Il y a un enfant qui se promène, il y a beaucoup de neige, et on voit un loup qui s'approche. On voit que l'enfant, je ne sais pas quel âge il peut avoir, peut-être 5-6 ans. Ouais, c'est ça, 5-6 ans, sachant qu'en plus, l'ouest de la Sibérie, enfin de la Russie, en fait, justement, ça Sindor sur la Sibérie. J'ai vu que ça veut dire que, sachant que l'espérance d'âge n'avait pas plus que 6 ans. Non, pas encore. Donc du coup, donc on voit bien que l'enfant voit le loup, se cache derrière une congère, un tas de neige si tu veux, et on voit le loup qui rôde, hein, qui se jette pas non plus sur l'enfant, mais le loup rôde. Il devait l'avoir inventé. Ah bah c'est sûr. Et alors est-ce que c'est les parents pour une raison X ou Y, ou est-ce que le chien s'est détaché? Il y a le petit chien de la maison qui sort, on voit la caméra, il se jette sur le loup. Si vous avez du son, c'est pas très agréable à entendre, on voit que le loup tue le chien. C'est ça. Mais l'enfant en profite pour revenir sain et sauf. Donc clairement, sans le chien, il y a... Il y a très peu de chances que l'enfant ait survécu. Je suis pas du genre alarmiste, je vais pas dire que ça arrive en France, mais voilà, le loup, c'est ce qui nous pend au nez, clairement. Il y a des dangers avec le loup. Aujourd'hui, c'est des problématiques qui sont au niveau de l'élevage. Mais pourquoi pas... L'expansion du loup aussi dans certaines zones de France. On sait que l'année dernière, en Italie, il y a eu des soucis d'attaque de loups. Voilà, donc ça s'est passé en Russie. Du coup, Jacques, il y a une actualité dont tu voulais nous parler, surtout un fait plutôt réel, contrairement à nos détracteurs de ce qu'ils avancent comme information. Donc c'est la diminution des accidents de chasse. Ouais, c'est ça, c'est les chiffres qui ont été publiés par l'OFB récemment. Donc il y en a qui concernent la campagne de chasse 2017-2018 sur les accidents, on va dire, corporels. On voit que la chasse, elle arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position en termes d'accidentologie, hein, tout confondu. Hein. Alors, je ne te parle pas d'auto-accident ou d'accident avec les autres, hein, c'est accident confondu. C'est 4%, ça représente 4% hein, du graphique qu'on a sous les yeux. Donc voilà, c'est pour expliquer qu'il y a les sports de montagne, notamment les sports aquatiques qui sont très dangereux, très accidentogènes, et pour autant il y a moins de pratiquants. Donc c'est pas l'objectif de ces stats, et pourquoi je vais en parler sur Parlons Chasse, c'est pas pour dire que la chasse n'est pas dangereuse. De toute manière, je serai toujours le premier à dire qu'un accident, c'est un accident de trop, qu'il soit corporel ou pas. Évidemment, quand on parle de décès, et on va en venir juste après, c'est juste dramatique et rien ne peut expliquer et justifier de tels accidents. Mais si tu veux, plus ça va, plus en 2021, ça va être encore une année qui va être on va être encore plus montré du doigt que les années d'avant. D'ailleurs, Bérangère Abba a rencontré il n'y a pas très peu de temps Willy Schran et les membres de la FNC à ce sujet. Ils ont discuté de la sécurité à la chasse. Donc, on est dans un monde qui veut laver plus blanc que blanc. Il faut que les réseaux sociaux mettent le doigt sur le moindre accident. On ne peut pas dire l'inverse. Chaque accident est à prendre en considération et est grave. Mais voilà, il y a des sports qui sont beaucoup plus d'accidents et on n'en parle absolument pas. Sauf que nous, c'est la chasse. On est pointé du doigt. Et du coup, voilà, c'est important de dire que il y a quand même des sports où il y a plus d'accidents. Ensuite, on a des courbes qui parlent des accidents du coup mortels. Là, je ne vais pas encore revenir dessus. C'est évidemment, il y a Morgan King qui a été tué au mois de décembre, un jeune anglais. C'est juste absolument totalement dramatique. Je serai toujours le premier à le lire et la Fédération nationale aussi. Sauf que d'après l'OFB, on voit qu'en 21 ans, on a baissé le nombre d'accidents de 71%. Tu te rends compte ? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sports comme ça, d'autres loisirs où ils ont une telle baisse importante du nombre de morts? Je pourrais même pas le dire. Non, mais il y a peut-être des stats qui existent, mais en fait, aujourd'hui, le but, c'est pas de dire qu'on est les meilleurs, que la chasse n'est pas dangereuse. C'est qu'on est 1 million de participants. L'année dernière, il y a eu, la saison 2019-2020, il y a eu 11 morts.
Sauf que c'est en 21 ans, donc depuis 99-2000, les stats qu'on vous montre à l'écran, il y a 71% de décès en moins. Donc c'est une courbe. Après, selon les années, tu en as plus ou moins, Bien sûr. plus ou moins d'accidents, on va dire. Mais la courbe, sur 21 ans, c'est ça. Bon Anaïs, on a amené un petit peu de matériel sur le plateau. Est-ce que tu pièges? Non, j'ai pas cette chance malheureusement, mais ceux qui piègent sont... Je suis en admiration devant vous. Moi je sais pourquoi tu pièges pas, parce qu'il faut se lever le matin. Exactement. Bon, et ben moi j'ai une solution pour toi, c'est le Digitrap. Le Digitrap c'est quoi? C'est un petit boîtier, c'est fabriqué par Bayer et ça permet d'éviter de se lever pour aller relever ses pièges. D'accord. C'est aussi, ça permet d'avoir une notification en cas de prise. Ça c'est pas mal. Donc c'est légal, ça a reçu tous les agréments nécessaires. Et ça permet, en fait, c'est fait pour être monté sur vraiment des cages comme celle-ci, des cages pièges. Ça, c'est une cage vendue par MCL Leclerc, qui nous ont prêté, qui sont spécialistes français de tout ce qui est piège. Et du coup, donc, c'est ce petit boîtier connecté qui est vendu dans une boîte. Vous achetez la boîte, c'est vendu 51,90 € le boîtier. Après, les abonnements, on en parlera à la fin. Donc, vous recevez votre boîtier, il y a deux petits colliers. Vous le mettez comme ça près de la porte. Et ensuite, vous mettez votre aimant dans le bas de la porte. Donc là, vous le mettez là, évidemment de l'autre côté à l'intérieur, pour que l'aimant soit maximum à moins de 3 cm du boîtier. Donc là, je tends la... Donc là, tu vois, on a tendu le piège. Donc sur le boîtier, j'ai juste appuyé sur un petit bouton. La LED va passer au vert et ça va montrer que le piège est tendu et armé. Ensuite, tu vas juste à te connecter sur Internet ou c'est encore plus facile, tu télécharges l'application mobile Digitrap. D'accord. Et là, sur ton smartphone, tu vas pouvoir, entre guillemets, suivre en direct ton piège. Donc ça va te montrer déjà où il est positionné, puisque ça utilise la technologie GPS. Donc le Digitrap, il va communiquer, il va te dire exactement à quel endroit tu es. Et en plus, tu auras une petite map en fait, et ça va être, tu auras des pins qui vont t'indiquer si tu es armé, désarmé, si tu as une probabilité forte ou moyenne d'avoir des animaux qui sont pris à l'intérieur, puisque dans le Digitrap, tu as aussi un petit capteur infrarouge qui va permettre de capter le fait qu'il y a un animal ou non à l'intérieur. D'accord. Et donc, dès que tu as une prise, tu reçois une alerte. Alors, soit une alerte SMS si tu as pris un petit abonnement qui coûte 6,90 €, soit sinon, si tu as pris juste l'abonnement classique qui est à 39,90 € par an pour un boîtier, et ensuite c'est dégressif si tu en as plusieurs. Là, tu reçois alerte via email et via notification push. D'accord. Donc ça veut dire que tu es tranquille chez toi, il ne s'est rien passé pendant une semaine, tu n'as pris aucun ragondin, aucun renard, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de te lever tous les jours et d'aller avant midi relever ton piège. Ah, le bonheur. Ça, c'est clairement le bonheur. Si tu as une prise, tu as une alerte immédiatement qui te dit voilà, ton piège s'est désarmé, donc la porte est tombée. Donc après, c'est à toi d'y aller et tu sauras si tu as une probabilité forte ou pas d'avoir une prise. D'accord. Donc voilà, donc je le redis, c'est vendu 51,90 €. Il y a un petit abonnement à 39,90 €. Qui est dégressif. Qui est dégressif en fonction du nombre de Digitrap que vous avez, si vous avez plusieurs pièges répartis sur le territoire. Et enfin, si vous voulez le pack avec 100 SMS, qui vous enverra donc un SMS à chaque fois. Ça, c'est plus par rapport aussi au fait si vous captez mieux les réseaux de télécommunications, mieux la 4G. C'est ça qu'il faut voir plus par rapport au forfait SMS. Voilà, donc c'est le Digitrap et c'est vendu par Bayer. Je t'en achète un? Pourquoi pas? Bon Anaïs, tu nous présentes ta chronique? Oui, donc aujourd'hui j'ai choisi un sujet un peu particulier, celui de comment se mettre en sécurité soi ou son chien ou ses chiens sur un ferme, que ce soit sanglier ou cervidé. Parce que ça arrive de plus en plus, on en entend beaucoup parler et parfois il y a des personnes qui ne savent peut-être pas ou qui ne sont pas trop à l'aise avec ce type de situation. Donc je vais vous donner, après les conseils de différentes personnes qui le vivent régulièrement, donc comment se mettre en sécurité. Donc premièrement, ça arrive très bien quand on est au petit gibier ou au gros gibier de tomber sur des animaux blessés ou non. Nos chiens sont capables de vouloir nous mettre en défense ou de mettre à la queue un animal qui ne veut pas courir. Et donc dans ces cas-là, premier réflexe surtout, c'est de ne pas appuyer le chien, ne pas crier, rester totalement calme de façon à ce que le chien garde ses distances parce que c'est le meilleur moyen d'avoir de la casse et de finir au vétérinaire. Donc il faut arriver silencieux sur un ferme. Voilà, très silencieux.
Après, pour les personnes qui se lancent ou qui se sont lancées cette année dans la tenue du tracker, entre guillemets, selon si vous avez des meutes plus ou moins mordantes, maintenant il y a beaucoup de gilets en Kevlar qui sont sur le marché, donc notamment Browning, FP Concept et d'autres marques. N'hésitez pas, parce que même si certains sont pour ou contre, les rendus sont quand même très favorables et limite. Les gens contre. Parce que en fonction de certaines races de chiens ou de la vivacité du chien ou de l'animal, il peut arriver que des fois, oui, effectivement, la charge glisse ou frotte légèrement sur le gilet et du coup arrive à des atteintes plutôt sensibles sur l'animal, notamment au niveau de la gorge, au niveau de l'arrière des cuisses. En fait, voilà, c'est ça. Et donc il peut y avoir un risque aussi. Mais c'est souvent ça, en tout cas de ce qu'on entend, c'est souvent sur les petits chiens que ça arrive. Bon, mais c'est ceux, voilà, c'est ceux qui sont les plus vulnérables. Ensuite arrive le moment où on approche l'animal. Donc la priorité, c'est d'arriver par l'arrière, si c'est possible, à découvert, vraiment bien analyser son terrain, donc caché derrière un arbre si c'est possible, silencieusement, toujours en appuyant pas le chien, de façon à ce que l'animal soit complètement occupé par l'action du chien, clairement. Une fois arrivé sur l'animal, faut pas hésiter, de ce que mes amis trackers m'ont expliqué, il faut vraiment être sûr de soi. On n'a pas 36 000 chances en fonction du contexte. T'as jamais fait de ferme? Non, je ne suis pas capable actuellement, je ne me le sens pas de le faire. Et ça, justement, c'est un vrai conseil à donner, c'est quand on ne sait pas faire, on ne fait pas dans la vie. Voilà, c'est ça, c'est si on ne le sent pas, on n'y va pas, parce que ça ne vaut pas le coup pour la beauté de la chasse d'aller risquer sa vie ou celle de ses chiens. Donc vraiment, voilà, quitte à être accompagné de quelqu'un qui a plus d'expérience, ne surtout pas hésiter, et au moment du coup où vous allez prendre en main l'animal qui ne veut pas courir en tout cas, n'hésitez pas. Vous y allez et après, reste plus qu'à le servir de la plus noble des façons qui puisse l'être à vos yeux ou dans la situation. Ou à la carabine, s'il n'y a pas les c'est ça, en fonction de la situation. Voilà pour ces infos. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pourrez les mettre en commentaire ou les signaler. Surtaxé. Non, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires ou poser d'autres questions parce que c'est vrai que ça peut arriver. Et on essaiera entre guillemets de poser la question à des personnes qui sauront vous répondre au mieux. Merci Anaïs et bravo. Allez Anaïs, maintenant il est temps de retrouver Jérémy à Orléans pour Terreo qui va nous présenter une gamme de produits chauffants. Bonjour à tous, moi c'est Jérémy, je représente l'entreprise Terreo à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une veste, la veste Hit, la Acti Hit de chez Stag Hunt. Donc une veste chauffante pour vos chasses aux petits comme au gros gibier. Donc la veste en fait elle est conçue pour y adapter un patch. Vous avez un patch en fait. Tac, le petit patch thermique de chez Stag Hunt, thermicé, thermique. Donc ce patch, je vous montrerai par la suite. En fait c'est un patch, il faut l'imaginer, il va se mettre dans le dos. Vous avez deux petits raccords ici, batterie externe, qui vont produire, qui vont servir à l'alimentation de la chaleur. Donc les batteries externes, les blanques, ils se décomposent de la sorte. Vous avez un bouton marche arrêt juste ici, vous appuyez 2 fois, il s'allume, vous appuyez 2 fois, il se réteint. Donc là, vous avez un petit connecteur de chaque côté qui va vous permettre de transférer la chaleur via une application Bluetooth. Vous pourrez l'augmenter jusqu'à 6 niveaux d'intensité, donc c'est vraiment pas mal, et de la réguler à votre convenance. Donc là vous avez les deux blancs, les deux adaptateurs Bluetooth. Vous avez également deux connectiques spécifiques USB, donc ça pour recharger vos blancs avant d'aller à la chasse, pour avoir de la batterie tout simplement, adaptable sur un chargeur secteur, il n'y a pas de souci. La veste sans système chauffant, elle est disponible. Le système chauffant est à rajouter. Voilà, ce n'est pas livré avec. Vous avez vraiment une veste et un système chauffant vraiment à part. Donc voilà, je vais vous présenter la veste, son montage et son utilisation. Donc nous revoici. Je viens de mettre la dorsale du coup. La dorsale qui est juste ici. Hop, qui prend vraiment du côté jusqu'en haut. Je viens de l'installer. Les batteries, pareil, bon là j'ai installé le côté droit, je vais vous montrer pour le côté gauche. Donc vous prenez votre raccord, le raccord Bluetooth qui est juste ici, vous le mettez dedans, hop, vous le connectez
directement dedans, vous voyez, il y a 2 petites diodes qui vont clignoter. Donc si ça clignote pas, ça clignote ici. On appuie une fois, voilà. Vous avez une petite diode bleue. Une fois que c'est fait, vous remettez votre batterie dans l'empiècement spécifique. Tac. On ferme la veste. Hop. On prend son téléphone. Donc là, on se retrouve sur le téléphone. C'est tout bête, vous voyez. Je viens de connecter, donc je l'ai renommé Stagunt. J'ai connecté en fait, mon téléphone a trouvé directement via l'application Bluetooth Thermicé les 2 signaux Bluetooth. Vous avez juste à faire valider sur le téléphone. Une fois que c'est validé, vous renommez votre dispositif avec le nom souhaité. Et là, vous voyez, j'ai fait juste Power. Et là, j'ai juste à monter mon intensité. Et là, je suis niveau de chauffage, je suis à 6. Et je vous assure que ça chauffe vraiment. Donc là, ça chauffe vraiment bien le bas. J'ai le dos là ici qui est tout claqué. Ça chauffe extrêmement bien. C'est sensationnel. Donc voilà, une veste vraiment top. Je pense que c'est un investissement durable. Stagunt font de très très bons produits. La qualité elle est au rendez-vous. Et puis rien à dire d'autre dessus. Mis à part que si vous voulez l'arrêter, vous appuyez une fois ici comme je viens de faire. L'application Scoop, vous êtes déconnecté. Vous avez juste à poser le téléphone. Le niveau de chaleur va commencer à diminuer et vous serez tranquille. Donc voilà. C'était pour la présentation de la veste ActiHeat de chez Stagunt, une veste que je vous recommande fortement pour les jours de grand froid, vraiment top. Donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation de quelques produits chauffants, donc des petits accessoires chauffants qui vous permettront d'être à l'aise et qui vous permettront de rester surtout au chaud dans vos vêtements de chasse, que ce soit pour l'utilisation petit ou grand gibier. Donc on va commencer par la gamme Thermopad. Donc Thermopad a développé des produits qui s'activent directement via l'oxygène. Donc dès que vous ouvrez la poche, le produit fait effet. Donc là vous avez des semelles chauffantes, on est sur un modèle de semelles chauffantes. Alors vous avez toutes déclinaisons de taille, que ce soit des petites tailles ou des grandes tailles. Donc très facile, vous ouvrez, tac, vous mettez ça dans vos bottes. La chaleur se propage pendant 8 heures, donc c'est super bien. Donc toujours livré à la paire. Là on est sur une durée de 8 heures. Voilà, tout bête. Vous avez également le même produit pour le bout des pieds, tac, pareil qu'une durée de 8 heures. Donc pareil, on ouvre, on met dedans, on glisse, vous êtes tranquille. Et après vous avez le patch, donc pour le dos, pour le bas du dos. On a souvent froid ici parce que des fois les vêtements n'arrivent pas à contenir le vent. Donc on a souvent froid ici en bas du dos. Là vous avez un patch, donc pareil, un petit patch qui lui à contrario va avoir une durée de 12 heures. Un patch pareil, vous avez un petit film dessus, un film collant, donc qui se mettra très aisément sur vos vestes ou vos t-shirts. Voilà, pas de souci. Donc ça c'était pour la gamme de chez Thermopad. Ensuite pour les puristes, je vais vous présenter un modèle que vous connaissez tous, donc la chaufferette classique, la petite chaufferette. Tac. Donc vous avez un charbon dedans. Le charbon, on a tous un briquet sur soi à la chasse, je pense, hein, on a des fumeurs et autres. Donc vous avez juste à l'allumer, le mettre dedans. Une fois que le charbon se consume, vous fermez, tac. Vous la mettez n'importe où, ça vous tiendra au chaud pendant de nombreuses heures de poste ou de chasse, pas de souci. Vous pouvez également, si vous ressentez pas vraiment de chaleur, vous pouvez également souffler. En utilisation, vous trouvez que c'est pas assez chaud, vous la sortez de la poche, vous avez 2 ouvertures ici, on souffle et la chaleur sera un peu plus conséquente. J'en profite aussi pour vous dire qu'avec les chaufferettes, forcément, il faudra du charbon. Donc vous avez également possibilité d'acheter une recharge à charbon classique qu'on vient mettre dedans. Donc voilà. Ça c'était pour la présentation des petits accessoires chauffants pour vos chasses au poste ou vos chasses petits, gros gibier. Donc tous ces produits sont disponibles dans tous les magasins Terreo de France et également disponibles sur notre site internet, donc www.terreo.fr. Voilà, tout simplement. Merci à tous, à très bientôt.
Bon Anaïs, on va un petit peu changer de registre. On va faire la guerre. Non, on va présenter la marque BO Manufacture Arms. D'accord. Donc c'est des armes à air comprimé, 2 tirs de loisir, 4,5 mm avec des plombs, des diabolos. Et moi je voudrais juste un petit peu présenter cette marque tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque arme, on fera peut-être dans d'autres Parlons Chasse. Je présente juste la marque BO. BO c'est une marque française qui est distribuée par Europe Arms. C'est une marque qui a été créée en 2013, qui a été rachetée par Europe Arms en 2017. À l'origine, c'était une marque d'airsoft. Oui. Et là, en 2017, quand il y a eu le rachat par Europe Arms, ils ont créé toute une gamme d'air comprimé. Donc, l'ADN, si tu veux, le principe de BO, tu le vois avec cette carabine Pendleton, c'est le côté tactique. C'est vraiment radical. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est des armes de guerre, mais voilà, des armes non létales. De guerre, pas non létales, mais tu vas voir qu'on a quand même un peu de puissance dans certaines. D'accord. Mais si tu veux, c'est des répliques d'armes. C'est plus déjoué, quoi. À l'image, par exemple, là, on a une réplique 100% vraie du Kappa Rhino 50 DS. On l'a connu dans pas mal de films, notamment en Chambry en 357 Magnum. Là, c'est du 4,5 mm. Ça marche avec du gaz CO2. Donc à l'intérieur de la poignée, tu as une cartouche de gaz qui te permet de tirer à répétition tous les plombs dans le barillet. Et puis en plus, bon, là c'est vraiment une arme qui est très particulière parce que c'est une réplique exacte. C'est une arme, tu la prends en main, elle est vraiment lourde. Elle est assemblée en Italie. C'est vraiment une arme pas exceptionnelle, mais il y a très peu d'armes qui ont ce réalisme, si tu veux, en air comprimé. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal fait. Donc voilà. L'idée c'est quand même d'avoir des armes assez radicales. Bon, pour les jeunes ou les moins jeunes qui font du tir, du plinking, des choses comme ça, du tir sur cible et qui aiment bien créer tout un univers, hein, si tu veux, autour du tir sportif. Évite de me tirer dessus, on va finir l'émission. Donc on a décoiffé. C'est petit ça. Donc là sur cette Pendleton par exemple, tu as mon ami, ils ont mis une très bonne lunette Lancer Tactical qui est une marque distribuée aussi par Europe. On a un bipied, tu vois la spécificité, tu vois bien, déjà un peu, on a des crosses type AR15, c'est-à-dire qui peuvent se régler en longueur. On a par exemple un modèle Quantico où tu peux régler le busque, la hauteur du busque. D'accord, vraiment comme des vrais snipers ou des vrais là tu peux changer toute l'ergonomie de ta crosse, la hauteur, la longueur, tout. On a des rails Picatinny, type Picatinny, hein, c'est pas la marque Picatinny, mais c'est des rails de 21 mm qui sont partout sur l'arme pour notamment pouvoir y mettre des optiques. Là, tu vois, on a un bipied qui te permet de faire du tir sur cible un petit peu plus précisément. On a de toute manière, sinon, des organes de visée aussi, si on ne met pas d'optique, des organes de visée avec de la fibre optique. Après, voilà, tu peux rajouter des points rouges. C'est vrai que les utilisateurs s'amusent. La lunette, elle est à moitié infrarouge. Non, mais après, tu peux rajouter plein de choses, hein, si tu veux. Non, mais oui, il y a un point rouge là. Donc tu as notamment aussi ce Langley Silencer, donc ce pistolet, tu vois, avec silencieux intégré. C'est un des pistolets les plus puissants du monde en air comprimé. Donc là, ça marche avec un ressort. Il monte jusqu'à 10 joules. 10 joules, ça commence à être vraiment pas mal. Hein. Pour de l'air comprimé, ouais, ça n'a pas l'air de rigoler. Alors après, il y a aussi une spécificité en parlant de ressort. C'est que par exemple sur les carabines d'épaule, comme celle-ci, comme la Pendleton ou la Quantico que j'ai parlé juste avant, tu peux changer les ressorts. Puisque je crois que tu as ou c'est moi qui les ai, il y a différentes puissances. Ça commence à 7,5 joules et ça va monter jusqu'à 19,9 joules. Mais tu peux changer les ressorts. Tu vois, donc tu achètes cette carabine en 7,5 joules et parce que c'est interchangeable, on peut l'incrémenter, la modifier. Voilà, par exemple, tu veux l'acheter pour faire plaisir à un enfant, donc ça peut aller à un ado. Et puis en grandissant, tu vas acheter des ressorts. Les ressorts, ça doit valoir 15 €. Ça vaut vraiment pas cher et tu peux augmenter la puissance de ta carabine. D'accord. Donc là, ce que tu as dans les mains, c'est le Biman. Donc ça, c'est le pistolet entrée de gamme, on va dire, chez BO. Je crois qu'il fait 89 €, tu vas me le confirmer. 85 exactement. 85 €, donc franchement, 85 €, tu as une arme qui est hyper réaliste. Ouais, avec on y croirait, quoi. Des PU, des plastiques haute densité, super qualité. Tu l'armes, tu as un piston, tu mets ton plomb. Tu as un pistolet qui fait 3,72 joules. Voilà, pour moi, c'est vraiment des très belles armes.
Faut aimer l'air comprimé, tous les chasseurs n'en font pas, mais on sait qu'il y en a pas mal. Mais même les non-chasseurs, hein, il y a beaucoup de passionnés de tir, mais pas forcément de chasse. Voilà. Là, devant, tu as une série spéciale du Kappa, du Rhino 50 DS. Ah oui, putain. Donc là, tu as un barillet d'une couleur spéciale, tu as des impressionnant. organes de visée en fibre optique. Ouais, si, c'est pas mal. Ouais, on se fera une petite séance si t'es sage après l'émission. Et j'en profite parce que je te vois un petit peu manipuler les armes. On la considère toujours chargée et tu ne vises jamais personne. Tu vois, moi par exemple, j'ai évidemment pas chargé mon arme et il n'y a pas de plomb à l'intérieur. Tu vois. Oh, Benjamin. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, Benji. Faut appeler les pompiers là? Oh, déconne pas, compose le 911. On n'est pas aux States. C'est vrai. Allez, c'est le moment de faire l'instant réto avec Stéphane Morel. On va parler des vaccins des chiens de chasse. Stéphane, quatrième Parle en chasse en ta compagnie. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui des vaccinations sur les chiens. Et je te propose un petit peu comme fil conducteur, c'est de voir quels sont les vaccins à partir de 2 mois quand on réceptionne éventuellement son chien à la maison durant toute la vie du chien. D'accord. Alors, lorsqu'on reçoit le chien à 2 mois, normalement, déjà, là, il y a une chose qui est obligatoirement faite, c'est l'identification. Hein, ça, c'est obligatoire. La puce, hein, c'est ça? La puce électronique. Alors, c'est vrai que généralement, ça va de pair avec une vaccination. C'est au même moment. Donc, les chiens, avant de partir, on leur fait leur premier vaccin. Mais donc, il faut retenir qu'à 2 mois, au moment où on l'obtient, le chiot doit avoir son premier vaccin. Okay. Il y a contre quoi? Vaccin contre... Alors, le vaccin classique, ce qu'on appelle le CHPPIL, donc, qui vaccine contre la maladie de Carré, la parvovirose, l'hépatite de Rubart. Hein. Ces 3 maladies sont des maladies virales et la leptospirose. La leptospirose qui, elle, est une maladie bactérienne, notamment transmise par les rongeurs. Bien sûr, oui. Donc voilà, le chiot a sa première injection idéalement à 2 mois. On refait 2 injections de primo-vaccination à 3 et à 4 mois. Okay. Donc ça, c'est en général le nouveau propriétaire, le propriétaire du chien. Qui le fait. Okay. Voilà, sauf s'il prend son chien à 5 mois. Voilà. À partir de là, on a fait la primo-vaccination. Donc il faut vraiment penser que la première vaccination se fait en 3 injections. Ce n'est pas encore des rappels. Hein. Et une fois que tout ça a été fait, on fait le premier rappel, ça c'est du coup les nouvelles normes, à l'âge d'1 an. Avant, on faisait 1 an avant le 3e vaccin. Désormais, on le fait à l'âge d'1 an. D'accord, ok. Donc le chien a 1 an, il a son premier rappel et après, ce sont des rappels tous les ans. Donc ça, c'est des maladies courantes qu'on rencontre partout et qui nécessitent la vaccination pour sauver la vie du chien. Après, il y a évidemment la vaccination contre la rage qui est une grande... souvent, les chasseurs ont envie de la faire. Même si oui, moi j'encourage toujours de vacciner son chien contre la rage en plus, c'est toujours ça de plus comme protection pour l'animal. Il faut savoir que la rage aujourd'hui il n'y en a plus en France. Hein. Donc le chien mordu par un renard il ne va pas faire la rage. Le chien qui va développer la rage, c'est un chien qui va être mordu par un autre chien qui a la rage et qui a été par exemple importé d'une région hors de l'Union européenne. Comme petite question, s'il est mordu par un renard qui a la gale? Qui a la gale. Ouais. Les gales, généralement, les gales sont assez propres à leur hôte. Hein, donc, il y a la gale du chat, la gale du chien. Je ne m'y connais pas forcément en gale du renard, mais de toute façon, la gale ne se transmet pas par la morsure. Hein, il faut que des animaux traînent ensemble pour que la gale se passe de l'un à l'autre. Il faut un contact rapproché, long. Bon, c'était une petite, parenthèse. Donc voilà, les vaccinations principales sont celles-ci. Alors souvent, on nous pose la question, oui, là, mon chien, il a 11 ans, il a 12 ans, il est vieux, je ne veux plus embêter, les vaccins, c'est peut-être plus utile. Eh bien, aujourd'hui, hein, on vit une pandémie, on sait ce que c'est. Et aujourd'hui, si on a tous des masques et si on est tous dans des situations un peu
particulière, c'est parce qu'on n'a pas de vaccin. Et le vaccin, on veut surtout le mettre au point pour les personnes âgées et pas pour les jeunes dans la fleur de l'âge. Enfin si, évidemment, pour protéger le reste de la population. Mais voilà, hein, il faut toujours garder en tête qu'un vieux chien, il a une moins bonne immunité. Le vaccin est d'autant plus nécessaire pour le vieux chien. Ça marche. Donc la rage à faire, pas obligé, mais à faire. Voilà, alors... Qu'est-ce qu'on aurait comme autre vaccin? Alors... Après, il y a la vaccination contre la pyroplasmose, la maladie de Lyme, on en a parlé. Hein, exactement. Autant aller retourner voir le premier le reportage adéquat. À savoir qu'il y a là aussi la maladie d'Ojeski qui embête les chasseurs. Tout à fait. Il n'y a pas de vaccin contre la maladie d'Ojeski pour les chiens. C'est aussi un virus. C'est du coup un virus qui est chez les sangliers, qui affecte les chiens. Et il y a un vaccin qui a été mis au point pour les porcs, pas pour les chiens. On n'a normalement pas le droit de l'utiliser, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour l'utiliser sur des chiens. Dans certaines situations, ça peut être fait, mais bon, c'est pas conseillé. Donc là, pour éviter cette maladie, ce qu'il faut éviter, c'est de donner des abats de sangliers aux chiens. Oui, il ne faut absolument pas être en contact avec l'animal. Voilà. On peut en guérir Ojeski chez un chien ou c'est mortel? Ojeski, alors, toutes ces maladies dont on a parlé, ce sont quand même des maladies très sérieuses. Hein. Concernant la parvovirose, sur les chiots, on arrive à les sauver, mais pas toujours. Et puis c'est souvent très cher parce que c'est des hospitalisations intensives pendant 5, 6, 7 jours. On passe toutes les 2 heures voir le chiot, on met des blouses pour pas après contaminer tous les autres animaux du cabinet. Donc à la fin, la facture est quand même assez lourde. Voilà, la leptospirose, c'est lent à vraiment se déclencher. Et puis quand ça se déclenche, souvent, on est déjà un peu tard, on a des problèmes rénaux, on a des problèmes un peu partout. Donc c'est aussi assez difficile à traiter. Donc voilà, non, ce sont des maladies très sérieuses et c'est pour ça qu'on encourage les vaccins. D'accord, ça marche. Donc après, c'est une visite par an chez le vétérinaire, tout simplement. Après voilà, et en plus ça permet d'avoir à chaque fois un petit check-up. Hein. Chaque année, le chien il vient, et puis surtout sur les chiens de chasse qui vont courir, qui vont se dépenser, ça permet parfois, on écoute toujours le cœur, de déceler un petit souffle et de se dire attention, les efforts intenses, c'est peut-être plus pour lui. Ouais. Alors je sais, Stéphane, qu'il y a aussi des gens qui vaccinent eux-mêmes leurs chiens. C'est notamment le cas des gens qui ont des meutes. Hein. Est-ce qu'il y a un risque à le faire soi-même? Il y a un risque en fait à chaque injection vaccinale, il y a un risque que le chien fasse une réaction anaphylactique. Donc un choc anaphylactique, c'est une réaction allergique au vaccin qui peut conduire à un arrêt cardiaque, à la mort de l'animal. Donc c'est pour ça en fait que quand on fait la vaccination du chien, on injecte le vaccin et puis le chien s'en va. Non, on examine aussi le chien, on discute un peu avec le propriétaire, savoir comment ça va. On encode un peu ce qu'on a pu observer sur l'ordinateur. Ensuite, les gens vont retourner à l'accueil, vont patienter 2 minutes, le temps que la secrétaire ait fini son coup de fil pour régler. Et en fait, tout ça, ça fait partie d'un processus quand même un peu voulu pour que l'animal passe ses 15 premières minutes après le vaccin dans le cabinet. Parce que le choc anaphylactique ne va pas se déclencher 3 jours après. Ouais. Il se déclenche vraiment dans le quart d'heure qui suit. Et du coup, on a le chien sous les yeux et quand il y a un problème, il est encore là, on est là et on peut intervenir tout de suite. Quand on fait un vaccin sans vétérinaire, il n'y a personne qui pourra gérer le choc. Ouais, ok, ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup Stéphane et je te dis à très bientôt dans Parlons Chasse. Eh bien, avec plaisir, au revoir. Donc on commence ce zapping par cette fameuse chasseresse qui a fait parler d'elle, puisqu'elle chassait le sanglier quand celui-ci lui arrive de face, blessé ou loupé, parce que c'est vrai qu'avec la vitesse de la vidéo, on ne sait pas trop. Par contre, elle se retrouve complètement désarmée, puisque pas le temps de recharger, et elle termine du coup sa journée en train de se défendre sur ce sanglier en tapant dessus avec son fusil. Et en criant. Ah oui, ça oui. Lampo che ti vale, ferma, vieni, dai, si c'è falato, dai, si c'è falato, Dani, non mi riesce più a caricare che mi sarà ti rendi. Donc là on peut voir un étudiant, donc c'est aux États-Unis,
Ils sont énormément en distanciel et donc ils suivent en visio les cours, hein, comme un petit peu en France dans les enseignements supérieurs. Et il y en a un, alors je ne sais pas comment il est arrivé à ce miracle-là, mais il était à la chasse au canard en même temps que son cours de visio. Donc on le voit dans la petite fenêtre, hein, je sais pas, c'est en zoom ou peu importe. Et à un moment, il tire carrément un canard. Et la prof lui demande quand même de au moins couper le son pendant qu'il tire. Il peut chasser, mais au moins qu'il coupe le son. Bradley, I saw you somewhere. Okay, when you're shooting, please mute yourself. Oh, you know how to use it? Thank you. Et ensuite, cette dernière vidéo, on nous emmène en Roumanie, où il y a un skieur qui dévale les pistes avec un ours derrière lui, donc il a un petit peu d'élan, on va dire. Bon, c'est pas un skieur de compétition, mais bon, il se débrouille, et heureusement pour lui, parce qu'on voit clairement que l'ours le poursuit bien comme il faut. C'est ça. C'est un ours brun, il y en a 8000 à peu près en Roumanie. Et bon, a priori, d'après les autorités locales, il aurait eu un sac à dos, il aurait jeté le sac à dos, alors est-ce qu'il y avait de la nourriture dedans ou pas, je sais pas. Et ça aurait détourné l'attention de l'ours, et il aurait pu avoir, on va dire, la vie sauve. Pendant ce temps-là, tu avais tout le monde qui filmait depuis le télésiège. C'est ça, et puis pas d'encouragement. Vraiment pour saluer la performance de ce skieur. Pardon. Ça y est, l'émission est terminée. J'espère que ça vous a plu. Passe tellement vite le temps avec toi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est On va merveilleux. en faire une deuxième. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis au mois prochain dans Parlons Chasse. À bientôt. Et n'oubliez pas, les likes en bas, les commentaires, on les lit, on répond. On s'abonne et on se revoit bientôt. Salut!